Bienvenue dans Smash and Furious, la chronique où on parle finance, RH juridique, gestion en général et en particulier pour les startups, TPE et PME en forte croissance. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Justine. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle mensuelle Smash and Furious. Pour moi, elle est assez spéciale puisqu'on va discuter d'un sujet aussi important que controversé, qui est l'atterrissage et le pilotage de la fin d'année. Pour moi, c'est un sujet controversé parce que selon la typologie d'entreprise dans laquelle on se trouve, le stade de maturité, mais aussi la volonté du ou des dirigeants de chaque boîte, on a tous des manières différentes d'envisager cette période. Du coup, vous faites comment ? On commence dès maintenant à cliner sa comptabilité en fait. C'est-à-dire qu'il faut demander à son expert comptable de sortir sa liste des factures manquantes. On a un peu cette tendance à accumuler des pièces qu'on n'a pas au fur et à mesure de l'année. Et donc, c'est autant de tensions potentiellement pour la clôture. Donc, plus on s'y prend tôt, moins on souffrira de la période. L'idéal, c'est quand même de le faire sur une base mensuelle. Si tous les mois, je suis à jour, finalement, en fin d'année, j'ai plus aucun sujet. Donc, on veut éviter surtout les montagnes de justice parce que un resto qu'on a pu faire en mars dernier, retrouver le ticket, c'est compliqué. En quoi, pour toi, chef d'entreprise, anticiper correctement cet atterrissage, cette période, c'est primordial ? L'idée, c'est d'éviter les mauvaises surprises et les coups de chaud, quoi. On ne devrait pas attendre octobre pour apprécier son atterrissage. On devrait déjà être capable d'ailleurs de dire où est-ce qu'on va arriver. Anticiper l'atterrissage, c'est vérifier qu'on est bien conscient de là où on en est et surtout de là où on va. Sur ta boussole, quels sont les indicateurs que toi tu regardes, ceux qui te font te dire ok, là on est bien, on prend le bon cap, on peut y aller? Nous, on a l'approche du moins mais mieux. Parfois, on a trop tendance à vouloir suivre tout un tas de trucs, mais du coup, on ne sait plus vraiment ce qu'on regarde. Donc, on a simplifié le trait. On a pensé à 5 indicateurs clés. Le premier, c'est la marge brute et la marge nette. La marge brute pour savoir si déjà ce qu'on vend, on le vend bien. Et après, la marge nette pour savoir si nos frais de structure sont trop importants ou bien calibrés pour la survie de la boîte et pour faire de la renta. Suivre que la marge brute, c'est une hérésie mentale. Suivre que la marge nette, ça peut être aussi de bon ton, mais nous, on aime bien le suivre les deux. La satisfaction client, c'est aussi un état. Faire de la perte financière, c'est bien, mais si c'est en marchant sur la tronche de ses clients, c'est pas forcément idéal, parce qu'on espère qu'ils vont venir. Ça, on va regarder nous le NPS. On peut aussi déployer massivement et industriellement by Furious. On a l'engagement et la perf interne avec ce qu'on appelle chez nous la météo de nos collaborateurs avec des questionnaires internes. C'est aussi important de savoir l'état des troupes. La satisfaction collab, ça c'est une autre typologie d'analyse, savoir s'ils sont heureux, satisfaits et s'ils ont du sens dans ce qu'ils font. Au-delà de leur performance évidemment, parce qu'ils sont satisfaits. Et dernier indicateur, c'est le pipe commercial. Qu'est-ce que j'ai entre les mains qui devrait arriver potentiellement dans les prochains mois? Est-ce que je suis à sec ou pas? Voilà un peu ce qui nous semble primordial. Est-ce que tu as une anecdote, un cas critique que vous avez pu accompagner, faire évoluer sur cette typologie de problématiques et qui ont pu changer, que ce soit aussi bien leur process, leur façon de voir les choses et leur façon d'augmenter leur rentabilité au final? Le pire qu'on ait connu, le pire que j'ai connu en tout cas, parce que je pense qu'on est pas mal dans l'équipe, c'est une agence événementielle où le dirigeant était persuadé quand il a fait l'appel à nous qu'il allait finir l'année avec plus de 200 cas de renta. Il suivait son business sur un bon vieil Excel artisanal qu'il remplissait lui-même et en suivant son compte bancaire. Et nous, après un mois de mission à tout reborder et tout checker, on s'est rendu compte qu'en fait, la boîte perdait 400 000 et qu'il serait à court de trésor d'ici 2 mois et demi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment typique de situations qu'on peut rencontrer dans les pires des cas. Comment toi, tu définirais un bon atterrissage? Le bon atterrissage, c'est celui qui permet de vite repartir. Parce que, donc, le tour au 31-12, mais en fait, le tour démarre au 1er janvier, donc on n'a pas vraiment le temps de niaiser. C'est repartir sereinement avec du fuel plein les cuves et surtout un équipage qui est reposé et qui peut être motivé. Voilà. Donc, pour pouvoir se dire est-ce qu'on est prêt pour redémarrer, il faut aussi savoir ce qu'on va vouloir faire comme voyage pour la nouvelle année. Donc là, il y a une notion de budget qui rentre véritablement en compte à ce moment-là. Donc, quel est l'état de l'art et où est-ce que je vais aller et est-ce que j'ai ce qu'il faut pour y aller. A contrario, quels sont les signes qui te font dire durant cette période de projection que on est plutôt sur un canoë-kayak que sur un yacht? Ça sent un peu le sapin puisque du coup on arrive bientôt à Noël et on n'est pas sur la bonne pente de ce côté-là. Alors moi, ce qui me fait tilter à chaque fois, c'est quand les outils sont des outils manuels qui sont complétés par au moins 3 parties prenantes à l'intérieur de la boîte. Et aucun système de contrôle entre cette potentielle réalité opérationnelle et la réalité comptable. Je crois qu'il faut toujours remettre au centre du village la réalité comptable, c'est finalement la réalité de sa boîte. Donc c'est possible que ça soit juste, des outils artisanaux, mais c'est aussi bien plus probable qu'ils ne le soient pas.
Et personnellement, je n'aime pas trop les jeux de hasard quand il s'agit de mon business et surtout quand il s'agit de l'avenir de mes équipes. Et l'autre indice, c'est l'ego. C'est un peu plus subtil à analyser, mais trop de certitude, trop de confiance, alors même que les process sont inexistants ou sous-performants, c'est toujours mauvais signe. Une manière particulière de gérer les égos. On tempère l'ego en montrant la réalité des choses. Un rapport d'étonnement, c'est une sorte d'état des lieux contradictoire. On montre aux dirigeants ou à la dirigeante qu'il avait peut-être un mythe de la caverne et que finalement la réalité est différente. Généralement, ça permet de baisser un peu l'ego. Est-ce qu'il y a des différences majeures pour toi entre les grosses boîtes et les petites boîtes sur ce qu'il faut suivre dans cette période d'atterrissage? Sur ce qu'il faut suivre, globalement, ce sont les mêmes choses. Pas de secret, hein, si les entreprises arrivent à être plusieurs centaines ou plusieurs milliers de collaborateurs, c'est qu'ils ont compris ce qu'il fallait suivre pour exister et grossir. Et instinctivement, je dirais que c'est plus facile d'une grosse boîte dans cette période. Pourquoi ? Parce que les process financiers sont ultra rodés, qu'il y a peu de place à l'à peu près, en fait, ou à l'artisanat. Hein. Le suivi se fait à minima sur une base mensuelle, voire sur une base bimensuelle avec beaucoup de forecast. Okay. Et en même temps, ces grosses boîtes, elles ont les ressources pour le faire. Donc, une petite boîte, elle doit tendre vers les pratiques des grandes entreprises ou des moyennes entreprises, donc les plus sophistiquées, mais avec très peu de moyens et très peu de process. Et puis un autre enjeu aussi, c'est que le rapport de force entre son marché et soi-même, quand une grosse boîte, on peut un peu imposer les choses à ses fournisseurs, à ses clients. Quand une petite boîte, on subit. C'est aussi pour ça que les process sont moins évidents, en tout cas, à appliquer quand on est une petite boîte. On arrive au Smash and Furious Moment. Alors, tu vas choisir entre deux possibilités, toujours le plus vite possible. Suivi à l'avancement ou à la facturation? La facturation. Prédictif ou constaté réel? Constaté réel. Tendance fervent défenseur, plutôt old school ou new wave visionnaire? Si ça s'attaque à moi, c'est new wave visionnaire. T'es plutôt prudent ou du genre à prendre des risques? Je prends des risques. Merci Jean-Baptiste, c'était hyper intéressant, hyper riche. On ira un peu plus loin le mois prochain puisqu'on discutera rentabilité. Merci Justine, à bientôt.